La clé, posée au creux de ma paume, semblait peser 1 tonne. Son poids froid et dentelé, une encre de métal qui me clouait sur place, m'empêchant de faire le moindre pas. C'était un poids symbolique, le poids de ma décision, aussi irrévocable que le bronze dont elle était faite. Je me tenais immobile dans le hall d'entrée de notre immeuble haussmannien, mon immeuble pour être précise, le sol en marbre poli reflétant les moulures du plafond. À travers les immenses portes vitrées qui allaient du sol au plafond, j'observais mon mari appuyé sur le bouton de l'interphone pour la 3e fois. Stéphane Fournier, l'homme que j'avais épousé 7 ans plus tôt, martelait le panneau métallique avec un désespoir qui grandissait de seconde en seconde. C'était cette énergie frénétique, presque fiévreuse, qui émane d'une personne lorsque la réalité n'a pas encore tout à fait rattrapé les conséquences de ses actes. Le panneau de l'interphone, sur le mur juste à côté de moi, restait obstinément silencieux, clignotant d'une douce lumière rouge à chaque pression futile de son doigt. Je ne bougeais pas d'1 millimètre. Bienvenue sur ma chaîne. Je partage chaque jour de nouvelles histoires sur la vie, l'amour et les moments compliqués qui vont avec. Si vous appréciez ces narrations, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à aimer la vidéo. Cela m'aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, revenons à l'histoire, car je vous promets que c'est une histoire que vous voudrez entendre jusqu'à la toute fin. De mon point de vue, derrière cette vitre impeccable et résistante au choc, je l'observais depuis 20 minutes. Il était arrivé dans un taxi parisien, pas dans sa Porsche, ce qui était le premier signe qu'il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il était resté 1 minute entière sur le trottoir, fixant l'emplacement vide sur le parking des résidents où sa voiture était habituellement garée. Il avait même porté la main à sa tête dans ce geste universel de confusion totale, passant ses doigts dans ses cheveux. Puis il avait attrapé son sac de sport, ce sac de voyage en cuir de luxe que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire, et s'était dirigé vers l'entrée avec l'assurance d'un homme qui ne pouvait imaginer que ses fondations puissent s'effondrer. Mais maintenant, cette assurance montrait des fissures. Son téléphone portable était collé à son oreille. Mon propre téléphone vibra pour la 7e fois en 3 minutes dans la poche de mon manteau, contre ma hanche. Je le sortis et regardai l'écran. Le nom affiché était simplement « Marie ». Ce n'était plus son vrai nom, Stéphane. Il ne méritait plus de nom, pas pour moi. J'avais changé ses coordonnées dans mon téléphone ce matin même, assise dans le fauteuil en cuir moelleux de Valérie Duval, mon avocate, immédiatement après avoir signé les documents qui changeaient absolument tout. L'interphone sonna de nouveau, un son long et furieux qui ne pénétrait pas dans le hall mais illuminait la console. À travers la vitre, je vis Léo, notre concierge de jour. Mon concierge. Il sortit pour lui parler. La posture de Léo était apologétique. Ses épaules étaient légèrement voûtées, mais ses mains étaient levées dans un mouvement défensif clair. C'était le signe universel pour « je n'y peux rien ». Il suivait mes instructions à la lettre. Je lui avais parlé plus tôt ce matin, tout comme j'avais parlé à la direction de l'immeuble, à l'équipe de sécurité et à tous ceux qui devaient connaître le nouvel ordre des choses. Je regardais le visage de Stéphane se transformer. C'était fascinant de voir cela se produire en temps réel. Même à cette distance, la confusion s'estompa, remplacée par quelque chose de plus vif et de plus laid. Sa mâchoire se serra et ses épaules se redressèrent agressivement. Il criait quelque chose à Léo, gesticulant sauvagement vers les ascenseurs, vers l'appartement de luxe qu'il avait quitté il y a 3 jours, vers le sanctuaire auquel il supposait arrogamment pouvoir revenir quand bon lui semblerait. Mon téléphone vibra encore, puis encore, en succession rapide. Les messages arrivaient comme un roulement de tambour. Je n'avais pas besoin de déverrouiller l'écran pour savoir ce qu'il disait. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Léo ne me laisse-t-il pas entrer? Rappelle-moi tout de suite, Chloé. Mon esprit dériva vers ce dîner, 6 semaines plus tôt. Je pouvais encore voir la lueur des bougies se refléter sur les verres à vin en cristal et la façon dont ses yeux avaient pétillé d'une sorte d'excitation écœurante alors qu'il parlait d'elle. Je me souvenais du ton exact de sa voix lorsqu'il avait prononcé les mots qui avaient fait exploser la vie que j'avais passé une décennie à construire. Je me souvenais de ce que j'avais découvert dans les jours qui suivirent. Les emails, les relevés bancaires cachés, la vérité qui avait vécu dans ma maison, dormi dans mon lit et mangé à ma table. Je me souvenais du mariage dans lequel j'avais tout investi, ma jeunesse, ma confiance, mon argent et mon avenir. Et je me souvenais de la femme qui existait avant ce dîner, avant qu'elle ne connaisse la vérité, et avant qu'elle ne décide que certaines trahisons ne méritaient pas le pardon, mais plutôt une précision chirurgicale. Stéphane hurlait maintenant.
Je ne pouvais pas entendre les mots à travers l'épaisse vitre acoustique, mais je voyais sa bouche se tordre. Sa main libre fendait l'air en mouvement brusque et violent. Léo recula d'un pas, l'air mal à l'aise, et je pris mentalement note de donner à cet homme une énorme prime de Noël. L'autre concierge, Arthur, qui assurait la transition vers le service de nuit, sortait pour le soutenir. Ils exécutaient le plan exactement comme je l'avais ordonné. Appelez la sécurité s'il devient agressif. N'engagez pas la conversation au-delà du script. Je suis désolé, monsieur, mais vous n'êtes plus répertorié comme résident ou invité autorisé à cette adresse. Je me détournai enfin de la fenêtre et commençai à marcher vers la batterie d'ascenseur. Mes talons claquaient à un rythme régulier et mesuré sur le marbre poli, correspondant au battement lent et délibéré de mon cœur. Je me sentais calme, maîtresse de moi, glaciale. Derrière moi, le bruit visuel de sa crise de colère s'estompait. Mon téléphone continuait sa vibration désespérée contre mon flanc, mais je l'ignorais. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un carillon doux et mélodieux. J'entrai dans la cabine aux parois de miroir et appuyai sur le bouton de l'appartement de luxe. Alors que les lourdes portes commençaient à se refermer, j'eus un dernier aperçu du haut du panneau de l'interphone qui clignotait toujours en rouge. L'ascenseur entama sa montée douce et silencieuse, et je fermai les yeux, appuyant ma tête contre la paroi métallique froide. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était juste le moment où je reprenais tout ce qu'il pensait m'avoir volé. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, debout dans cet ascenseur pendant que mon mari était enfermé dehors dans la rue, sa vie sur le point de s'effondrer de manière qu'il ne pouvait pas encore imaginer, vous devez comprendre comment tout a commencé. Vous devez comprendre le dîner, et vous devez comprendre que la femme qui est entrée dans ce restaurant il y a 6 semaines est morte à cette table. La femme dans cet ascenseur était quelqu'un d'autre, entièrement quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû créer. Je l'ai rencontrée un mardi. Ce détail est important car j'ai toujours été méfiante à l'égard des débuts romantiques grandioses, de ces moments de rencontres mignonnes, de cinéma que les gens inventent rétrospectivement pour transformer des événements banals en destin. Notre rencontre a eu lieu un mardi après-midi pluvieux lors d'un séminaire de développement professionnel dans le centre de Paris. Nous avons tous les deux tendu la main vers le dernier croissant aux amandes d'apparence décente pendant la pause café. C'était banal et oubliable, sauf qu'il m'a souri. C'était un sourire qui s'est déployé lentement, transformant tout son visage, et il a dit « Je crois que l'univers nous dit que nous avons exactement les mêmes goûts en matière de viennoiserie d'hôtel médiocre. » J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. Ce n'était pas ce petit rire social poli que l'on fait aux étrangers pour être gentil, mais une véritable crise d'amusement qui m'a surprise. À 31 ans, j'avais vécu assez de rendez-vous décevants et de relations fades pour développer une épaisse couche de cynisme autour de tout ce qui sentait la romance. Mais quelque chose dans son autodérision, quelque chose dans la façon dont il a immédiatement cassé le croissant en deux et m'a offert le plus gros morceau, m'a fait penser que peut-être, juste peut-être, cette fois-ci était différente. Nous avons parlé pendant le reste de la pause, ignorant le mauvais café. Puis nous avons complètement séché la session suivante et avons continué à parler dans un café au coin de la rue. Le café s'est transformé en dîner dans un restaurant italien tranquille. Puis il m'a raccompagné à ma voiture et, quelque part entre l'ascenseur du parking et ma berline, il m'a demandé mon numéro avec une nervosité attachante qui semblait si en décalage avec son apparence confiante. « Je sais qu'on vient de se rencontrer, » dit-il, en enfonçant profondément ses mains dans ses poches. « Mais j'ai le sentiment que si je te laisse partir maintenant sans un moyen de te contacter, je vais m'en vouloir pendant le mois prochain. » Je lui ai donné mon numéro. C'était il y a 8 ans. Je vous raconte cela parce que vous devez comprendre que je l'aimais profondément et complètement. Je l'aimais avec cette vulnérabilité totale qui ne vient que lorsque vous décidez qu'une personne est sûre, lorsque vous regardez quelqu'un et pensez, oui, je te choisis et je te confie les parties les plus fragiles de moi-même. Notre romance s'est développée progressivement, comme une photographie qui devient nette. Il était consultant dans une agence de marketing de taille moyenne, ambitieux et incroyablement charmant. C'était le genre d'homme qui se souvenait des petits détails de votre journée et vous envoyait des articles qu'il pensait que vous trouveriez intéressants. J'étais avocate en droit immobilier, pratique et prudente. J'étais quelqu'un qui lisait chaque contrat 2 fois et ne prenait jamais de décision impulsive, sauf quand il s'agissait de lui. Quand il m'a demandé en mariage 10 mois plus tard, un dimanche matin ordinaire pendant que nous faisions des crêpes, encore en pyjama et sans bague, il a juste soudainement posé la spatule et dit « Je ne veux plus attendre. Épouse-moi. » J'ai dit oui. Je l'ai dit avant même que mon cerveau ne puisse traiter la logistique.
Nous nous sommes mariés 4 mois plus tard lors d'une cérémonie modeste qui semblait parfaite parce qu'elle était la nôtre. Sa famille est venue de la côte ouest. Ma mère, Monique, a pleuré des larmes de joie et tout était exactement comme il se devait. Les fissures sont venues plus tard. Toutes les fissures finissent par arriver, mais il y a d'abord eu 3 bonnes années. Peut-être 4 si je suis généreuse avec mes souvenirs. Nous avons acheté un petit appartement parisien ensemble. Je suis devenu associé dans mon cabinet. Il a eu une promotion. Nous parlions d'enfants de cette manière vague du dimanche que les couples ont lorsqu'ils apprécient encore d'être juste un duo. Nous avons voyagé à Barcelone et à Tokyo et avons fait un road trip en Irlande où il a plu tous les jours et nous en avons juste ri. Nous pensions, bien sûr, mais je pensais que nous construisions quelque chose. Je ne réalisais pas que j'étais la seule à tenir les plans. L'argent est entré dans ma vie quand j'avais 36 ans. C'était un héritage de mon père et d'une femme que je connaissais à peine, mais qui avait apparemment suivi ma carrière avec une fierté discrète de loin. Elle m'a tout laissé. Son patrimoine, son portefeuille d'investissement et ses propriétés. C'était une somme substantielle, qui changeait la vie. C'était le genre de richesse qui modifie entièrement votre paradigme de ce qui est possible. Après impôts et liquidation, cela s'élevait à un peu plus de 3 millions d'euros. Je me souviens d'être assise dans l'étude du notaire, fixant le document, ayant l'impression de regarder un chiffre de la vie de quelqu'un d'autre. Stéphane est venu avec moi. Il m'a tenu la main pendant la lecture du testament, me caressant le dos quand j'ai commencé à pleurer de manière inattendue, non pas de chagrin, mais de l'étrangeté écrasante de tout cela. « Qu'est-ce que tu vas en faire » m'a-t-il demandé ce soir-là. Nous étions assis sur notre petit balcon, digérant la nouvelle. « Je ne sais pas » ai-je dit. Honnêtement, investir la majeure partie. Je suppose. Peut-être qu'on peut enfin acheter une vraie maison. Quelque chose qui soit vraiment à nous, pas juste un appartement avec des murs en papier. Ses yeux se sont illuminés dans le crépuscule. Une maison, répéta-t-il doucement. Un foyer, ai-je corrigé. Pour nous, pour notre avenir. Nous avons fait l'amour cette nuit-là avec une tendresse qui ressemblait à un renouveau, comme si nous nous reconnexions avec quelque chose que nous avions laissé s'échapper. Dans la lueur de l'après, avec son bras lourd autour de moi, il a chuchoté dans mes cheveux, « Nous allons construire quelque chose d'incroyable, Chloé. » Je le sens. Je l'ai cru. Que Dieu me pardonne. Je l'ai cru. Mais j'étais prudente avec l'argent. La prudence était dans ma nature et ma vie professionnelle d'avocate m'avait appris à être prudente avec les actifs. J'ai consulté des conseillers financiers, des fiscalistes et des experts en investissement. J'ai mis en place des fiducies et des comptes séparés, structurant tout soigneusement pour maximiser la croissance et minimiser les risques. La maison est venue en premier. Nous l'avons trouvée ensemble. C'était une belle maison de campagne en Provence avec 4 chambres. Elle avait des parquets en bois, une cuisine d'architecte avec un grand îlot central et un jardin avec des chênes centenaires. C'était parfait. Je l'ai acheté à mon nom, non pas parce que je me méfiais de lui, pas consciemment en tout cas, mais parce que l'argent était à moi. J'étais avocate et je connaissais les statistiques. Je savais que la protection des actifs n'avait rien à voir avec l'amour. C'était une question d'intelligence. Mes collègues m'ont tous conseillé la même chose. Garde l'héritage séparé, Chloé. Ne mélange pas les fonds. Ce n'est pas romantique, mais c'est pratique. À l'époque, Stéphane ne semblait pas s'en soucier. Comme tu veux, dit-il en signant les documents qui reconnaissaient qu'il n'avait aucun droit sur la propriété. C'est ton argent. Je comprends. Nous avons emménagé un samedi de mai. Je m'en souviens parce que les lilas dans le jardin de devant étaient en fleurs et leur parfum doux et lourd remplissait chaque pièce. Nous avons aéré la maison, dansé dans le salon vide, commandé des pizzas et nous sommes assis sur le sol de la cuisine, mangeant dans les boîtes. Nous avons baptisé la chambre principale avant même d'avoir assemblé le cadre du lit. C'était notre maison, notre avenir, la fondation de tout ce que nous construisions ensemble. Je l'ai rénovée avec soin au cours de l'année suivante. J'ai modernisé les salles de bain, refait les parquets et modernisé la cuisine. J'ai utilisé mon héritage pour tout cela et j'ai tenu un registre méticuleux. Mon argent, mon investissement. Stéphane contribuait aux charges mensuelles, aux courses et aux dépenses de la vie quotidienne. Mais la maison, la structure physique, m'appartenait. Je pensais être intelligente.
Je ne réalisais pas que je construisais mon propre canot de sauvetage. Sa carrière a stagné un peu à cette époque. Elle n'a pas échoué exactement, mais elle a doucement dérivé vers une impasse. C'est ce qui arrive aux gens qui atteignent la mi-trentaine et n'ont pas tout à fait le saut au niveau de la direction. Alors que je m'installais dans mon rôle d'associé principal et que je concluais des transactions immobilières de premier plan, il était toujours dans la même agence, faisant le même travail, regardant des collègues plus jeunes être promus avant lui. Une tension a commencé à grandir entre nous, une électricité statique silencieuse que nous n'avons jamais nommée. Il a commencé à faire des commentaires. Des petites piques passives agressives. Ça doit être agréable d'avoir un coussin de sécurité, a-t-il dit une fois quand j'ai mentionné le rééquilibrage de mon portefeuille d'investissement. Certains d'entre nous doivent vraiment travailler pour tout ce que nous avons, a-t-il marmonné quand j'ai utilisé ma prime annuelle pour louer une nouvelle voiture. C'étaient de petites piqûres acérées qu'il délivrait avec un sourire, comme si c'était des blagues. Mais elles atterrissaient lourdement. Je me disais qu'il était juste stressé, juste peu sûr de lui. Il traitait les choses. J'ai essayé d'être solidaire. J'ai proposé de l'aider avec son CV, d'utiliser mon réseau professionnel pour le présenter à des gens qui pourraient relancer sa carrière. Parfois, il acceptait, mais d'autres fois, il se hérissait d'une soudaine colère défensive. « Je n'ai pas besoin que tu me sauves », a-t-il lâché une fois quand j'ai suggéré qu'il parle à un chasseur de tête que je connaissais. « Je n'essaie pas de te sauver », ai-je dit, confus et blessé. « J'essaie d'aider. » « C'est la même chose », a-t-il rétorqué. Je n'ai pas discuté. J'ai vite appris qu'il y avait des sujets qui le faisaient se sentir petit, et sa carrière était le plus important. Alors je me suis retiré. Je lui ai donné de l'espace. Je me suis concentré sur mon travail et j'ai essayé de faire de notre maison un endroit où il pourrait se sentir réussi, valorisé et nécessaire. Je suis devenu très doué pour le faire se sentir plus grand qu'il ne l'était, même si cela signifiait me faire plus petite. Je ne réalisais pas à l'époque que je me faisais activement plus petite pour tenir dans l'espace limité qu'il me laissait. En regardant en arrière de l'autre côté de l'épave, je peux enfin voir le schéma se dessiner, une architecture lente et subtile de diminution. C'était dans la façon dont Stéphane se retirait dans un silence maussade chaque fois que j'obtenais un nouveau client important, ou comment ses compliments étaient toujours truffés de réserves lourdes. « C'est génial, chérie », disait-il avec un sourire crispé, bien que je sois sûr que la moitié de ce succès vient du fait d'être au bon endroit au bon moment. Je me souviens comment il me présentait lors des cocktails comme « ma femme avocate », avec juste assez d'emphase sur l'article pour que cela sonne comme une catégorie générique plutôt qu'un accomplissement personnel. Mais à l'époque, je refusais simplement de le voir. Ou peut-être que je le voyais clairement et que je me persuadais que j'étais juste trop sensible. J'étais probablement trop occupé, trop concentré sur l'ascension de l'échelle et trop déterminé à croire en la sainteté du mariage auquel je m'étais engagé. Je ne voulais pas admettre que les fondations que nous étions censés construire ensemble étaient en fait construites par moi seul, pendant qu'il se tenait sur la touche, regardant avec une envie croissante et pleine de ressentiment. Le cap des 7 ans est passé sans fanfare. Nous n'avons pas célébré. Nous avons tous les deux prétendu être trop occupés. Même si, au début, nous aurions déplacé des montagnes pour trouver du temps pour notre anniversaire. Stéphane a commencé à voyager davantage pour les affaires, me laissant seul dans l'appartement de luxe. Je me suis enseveli dans une acquisition immobilière commerciale complexe qui dévorait 80 heures de ma semaine. Nous étions devenus deux fantômes hantant la même belle maison, dormant dans le même lit king size, mais vivant des existences entièrement séparées. Je me souviens d'un soir où le silence dans la cuisine semblait assez lourd pour m'étouffer. Je mangeais une salade à l'îlot de marbre avec mon ordinateur portable ouvert, et il était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone. « Nous avons besoin de vacances », ai-je dit, ma voix sonnant trop fort dans la pièce silencieuse. « Une fois que cette affaire sera conclue, juste nous deux. Peut-être cette petite auberge dans les Birkers dont nous parlons toujours. » « Bien sûr », dit Stéphane sans même lever les yeux de son écran. « Ça a l'air bien. Nous ne l'avons jamais réservé. » Et puis est venue l'invitation à dîner qui allait finalement faire exploser tout ce que je pensais savoir sur mon mariage, mon mari et la vie que j'avais si soigneusement organisée. C'était une invitation que j'ai failli décliner, invoquant l'épuisement, mais Stéphane a insisté. Le dîner était organisé par Thierry et Christine Lambert, un couple puissant que Stéphane connaissait depuis le début de sa carrière. Thierry était maintenant vice-président senior d'un conglomérat technologique avec un nom entièrement en minuscule qui impliquait la disruption et l'innovation.
Christine travaillait dans les relations publiques haut de gamme, le genre de femme qui appelait tout le monde « chérie » et vous faisait vous sentir à la fois bienvenue et évaluée de manière critique. Nous devons absolument y aller, avait dit Stéphane lorsque l'invitation numérique avait sonné sur son téléphone. Thierry pourrait avoir des contacts pour ma nouvelle entreprise. Et Christine connaît tout le monde à Paris. Alors j'ai vidé mon emploi du temps, repoussé une réunion client au lendemain matin et enfilé mon armure de soie et de politesse. Le restaurant était branché à Saint-Germain-des-Prés, niché dans un entrepôt reconverti. C'était tout en briques apparentes et en ampoules Edison, canalisant cette esthétique chic industrielle qui coûte une fortune pour paraître inachevée. On nous a conduits dans une salle à manger privée à l'arrière, où une longue table était dressée pour 12 personnes. Des bougies scintillaient au centre et des verres en cristal captaient la lumière ambrée. C'était magnifique, avec cette beauté calculée inhérente aux choses chères. Les autres invités étaient déjà engagés dans le préambule des petites conversations, tenant des cocktails artisanaux et exécutant la danse sociale des professionnels lors d'un événement de réseautage déguisé en rassemblement amical. J'ai reconnu quelques visages de l'industrie de Stéphane et certains que j'avais rencontrés lors de galas précédents. Et puis je l'ai vue. Elle se tenait près de la baie vitrée, riant de quelque chose que Thierry disait. Avant même que tout le corps de Stéphane ne se raidisse à côté de moi, je savais. J'ai compris. C'est comme la façon dont on sait parfois qu'un orage arrive avant que la première goutte de pluie ne tombe, un instinct primitif qui s'infiltre dans vos os et contourne la pensée rationnelle. C'était Sandrine Dubois, l'ex-petite amie, celle qui était venue avant moi. La relation qui, selon les maigres détails que Stéphane avait partagés au début de notre cours, s'était terminée parce que le timing n'était pas le bon et qu'il voulait des choses différentes. De l'histoire ancienne, me suis-je dit. Tout le monde a des ex-partenaires. Cela ne signifiait rien, sauf que la façon dont il la regardait en ce moment signifiait absolument tout. Sa main sur le bas de mon dos se figea. Elle ne s'est pas retirée, mais elle a simplement cessé de fonctionner comme un geste d'affection, comme si toute l'électricité de son corps avait été soudainement redirigée ailleurs. Je l'ai senti physiquement. Le changement, l'absence soudaine de son attention, même s'il se tenait physiquement juste à côté de moi. Tu n'as pas mentionné qu'elle serait là, ai-je dit, ma voix basse et contrôlée. Je ne savais pas, sa voix semblait étrange, tendue et plus aiguë que d'habitude. Christine flotta vers nous dans un nuage de parfums chers et de bises en l'air, nous entraînant plus loin dans la pièce pour faire les présentations. Tu te souviens de Sandrine, n'est-ce pas? Dit-elle à Stéphane avec cette cruauté désinvolte dont les femmes comme Christine sont spécialistes. Elle vient de revenir à Paris. N'est-ce pas merveilleux? C'est comme une réunion. Merveilleux, ai-je répété, fixant mon sourire professionnel sur mon visage comme un masque. Sandrine se tourna vers nous et je la vis clairement pour la première fois. Elle était belle, mais pas de la manière polie que les magazines nous apprennent à reconnaître. C'était une beauté plus troublante. Elle avait une qualité presque éthérée, avec une peau pâle, des yeux sombres et intenses et une immobilité qui exigeait l'attention. Sa robe était simple, noire et discrète, ce qui faisait en quelque sorte que toutes les autres femmes de la pièce avaient l'air d'en faire trop. « Bonjour », dit-elle. Sa voix était profonde et légèrement rauque. « Tu dois être la femme. J'ai entendu des choses merveilleuses sur toi. »« Que des mensonges, j'en suis sûr, » dis-je avec une légèreté que je ne ressentais pas. Elle rit doucement. « De la part de mon mari, non, jamais. Nous sommes passés à table. » L'univers, ou peut-être le plan de table sadique de Christine, avait placé Sandrine directement en face de nous, légèrement à gauche de Stéphane. C'était une ligne de mire parfaite. J'étais assise à sa droite. Je le regardais déplier sa serviette avec une concentration exagérée, comme si c'était un problème d'ingénierie complexe. La première entrée raffinée fut servie, qui semblait trop jolie pour être mangée. La conversation coulait autour de la table, ce mélange spécifique de postures professionnelles et d'anecdotes personnelles qui définit ces dîners. J'ai participé quand c'était approprié, posant les bonnes questions et riant au bon moment. Mais j'étais hyper consciente de mon mari à côté de moi. Il était différent. Il était vibrant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois, peut-être des années. Il était spirituel et charmant, se penchant en avant quand il parlait, ses yeux pétillants d'une énergie sombre. Il était l'homme que j'avais rencontré il y a 8 ans à ce séminaire, celui qui m'avait fait rire autour d'un croissant rassis. Mais toute cette énergie était dirigée de l'autre côté de la table comme un faisceau laser. « Alors Sandrine, dit Thierry, coupant à travers le bavardage,
parle-nous de ton nouveau projet. C'est incroyablement fascinant. Elle agita modestement la main mais se laissa finalement persuader. Elle décrivit son travail dans l'architecture durable, concevant des logements écologiques pour les pays en développement. C'était impressionnant et écœurant de sincérité. Elle parlait avec passion et intelligence, et je remarquai que toute la pièce pivotait vers sa gravité. C'est incroyable, dit Stéphane. Il y avait une nuance dans sa voix que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Fierté, admiration, désir. C'est un travail qui a du sens, dit Sandrine, le regardant directement. J'ai appris il y a longtemps que la vie est trop courte pour faire des choses qui n'ont pas d'importance. C'est toi qui me l'as appris, en fait. La table laissa échapper un murmure d'appréciation collectif. Je pris une grande gorgée de mon vin. Le dîner progressa. De nouveaux plats arrivèrent. Le vin coulait librement et furtivement. Je regardais mon mari tomber amoureux de son ex-petite amie en temps réel, assis juste là, à côté de sa femme légitime. Ce n'était pas explicite. Il ne la toucha pas, et il ne m'ignora pas complètement. Mais il y avait une énergie entre eux, un courant que quiconque prêtait attention aurait pu sentir. Ils avaient des blagues privées et des références partagées, un langage codé qui n'existe qu'après une histoire intime. Tu te souviens de cette fois en Italie? Dit Sandrine à un moment donné, riant, avec l'accident de Vespa. Stéphane rejeta la tête en arrière et rit. C'était une expression de joie corporelle totale que j'avais presque oublié qu'il était capable d'avoir. Oh mon Dieu, j'avais refoulé ça, dit-il en s'essuyant les yeux. Le traumatisme était trop grand. Tout le monde était amusé, réclamant l'histoire, qu'ils procédèrent à raconter en tandem, finissant les phrases de l'autre. C'était un duo parfaitement chorégraphié de mémoire partagée. C'était une histoire drôle. J'ai ri avec tout le monde. Je ne savais pas qu'ils étaient allés en Italie ensemble. Ils ne l'avaient jamais mentionné. Mais pourquoi l'auraient-ils fait? C'était avant moi. De l'histoire ancienne, seulement. Ça ne semblait pas ancien. Pas de la façon dont il la regardait. Le plat principal arriva. Un filet de bœuf parfaitement cuit qui avait un goût de cendre dans ma bouche. La conversation se fractura en plus petits groupes. Christine me parlait d'un gala de charité qu'elle organisait et je répondais en pilote automatique pendant que mes oreilles étaient réglées comme un radar sur la conversation qui se déroulait à ma gauche. Stéphane interrogeait Sandrine sur sa vie, où elle avait été, ce qu'elle avait fait. J'étais à l'étranger ces 5 dernières années, dit-elle. Principalement en Amérique du Sud, puis en Asie du Sud-Est. J'ai été brièvement fiancée, mais ça n'a pas marché. C'était un homme bien, dit-elle avec un petit sourire triste. Mais pas le bon. Je suppose que j'ai toujours eu une idée très précise de ce que je recherche. Ses yeux vacillèrent vers Stéphane pendant une milliseconde quand elle dit cela. C'était à peine perceptible, juste une fraction de seconde, mais je l'ai vu et il l'a vu. Eh bien, dit Thierry en levant son verre, nous sommes heureux que tu sois de retour. Paris était terne sans toi. Nous avons tous bu à cela. Ma main serrait la tige de mon verre de vin si fort que je pensais qu'il pourrait se briser. Mon visage arborait une expression d'agrément plaisant tandis qu'à l'intérieur, quelque chose changeait, un mouvement tectonique pour lequel je n'avais pas encore de mots. Le dessert arriva. La table était bruyante maintenant. Plusieurs conversations se chevauchaient. Les gens étaient détendus par le vin et la nourriture riche. J'étais piégé dans une discussion sur les lois d'urbanisme avec le mari de quelqu'un. Une conversation que j'aurais pu avoir dans mon sommeil. Et puis je l'ai entendue. La voix de Stéphane, pas forte, mais distincte, coupant à travers une accalmie momentanée dans le bruit ambiant. Tu sais, tu n'as fait que devenir plus belle au fil des ans. C'est en quelque sorte injuste pour le reste d'entre nous, simples mortels. La table gloussa nerveusement. Quelqu'un, je crois que c'était Christine, dit quelque chose sur le charme, mais j'arrêtai de respirer. Il regardait Sandrine quand il a dit ça, la regardant directement avec une expression d'admiration si ouverte, d'appréciation si nue que c'était comme un coup physique à la poitrine. Sandrine sourit, un sourire lent et entendu. Tu as toujours été un flatteur, Stéphane. Je suis sérieux, dit-il, et il l'était. Je l'ai entendu dans le timbre de sa voix. La plupart des gens vieillissent simplement. Toi, tu t'es perfectionné. Tu es devenu plus toi. Attention, dit Sandrine, ses yeux dansant.
ta femme pourrait devenir jalouse. Toutes les têtes à table se tournèrent vers moi. Le moment s'étira, fin et tendu comme un élastique sur le point de casser. Je sentis mon visage, le sourire restant de ma conversation précédente maintenant figé en un masque de rictus qui ne convenait plus. Tout le monde attendait que je réagisse. Que je dise quelque chose de spirituel, de gracieux ou de léger pour désamorcer la tension. La main de Stéphane trouva mon genou sous la table. Une douce pression de réconfort. C'est juste une blague, juste un compliment entre vieux amis. Ne sois pas la femme harcelante. Ne sois pas peu sûre de toi, jalouse ou mesquine. Je posai ma main sur la sienne et serrai légèrement en retour. Puis je regardai Sandrine et dis avec un calme parfait et terrifiant, « Oh, je suis assez compétente pour admettre quand mon mari dit la vérité. Tu es vraiment magnifique. » Plus de rire. La tension se brisa. Le moment passa. La conversation reprit et sa main quitta mon genou. Le reste du dîner fut un flou de bruit et de lumière. Nous avons dit nos adieux, promettant de nous revoir bientôt, ce que je savais n'arriverait jamais. J'ai serré Christine dans mes bras et les remercié pour la merveilleuse soirée. J'ai même serré Sandrine dans mes bras, nous deux nous étreignant brièvement pendant que mon mari regardait. « C'était si agréable de te rencontrer enfin », me chuchota-t-elle à l'oreille. « Il a de la chance de t'avoir. » Les mots étaient corrects et la livraison était impeccable, mais ils ont atterri comme une menace. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Stéphane conduisait. Je regardais par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient, me sentant comme si j'étais submergé sous l'eau, tout étant étouffé et distant. « C'était sympa, dit-il enfin. » Sa voix était désinvolte, trop désinvolte. « Bonne nourriture. J'espère que ce n'était pas bizarre que Sandrine soit là. » Ça aurait dû l'être. Ai-je demandé, gardant les yeux sur la vitre. Non, bien sûr que non. Juste, tu sais, les ex-partenaires peuvent être gênants. Je me tournai pour le regarder. Son profil était illuminé par intermittence par les lampadaires, familier et pourtant soudainement comme un étranger. Tu lui as dit qu'elle était belle. Quoi? Oh. Il haussa les épaules, gardant les yeux sur la route. J'étais juste poli, Chloé. Elle a traversé beaucoup de choses. Tu as dit qu'elle était plus belle qu'elle ne l'avait jamais été. Les jeudis? Il semblait sincèrement incertain, et c'était en quelque sorte pire, qu'il puisse dire quelque chose qui s'était gravé dans ma mémoire et ne même pas se souvenir de la formulation spécifique. J'essayais probablement juste d'être gentil. Tu sais comment c'est à ces événements. Je savais. Je savais ce qu'était la courtoisie professionnelle et le lubrifiant social des compliments insignifiants qui lissent les rassemblements sociaux. Ce n'était pas ça. Mais je savais aussi que si je poussais maintenant, si je faisais une scène, je deviendrais le problème. Je serais la femme peu sûre d'elle, la femme jalouse qui ne supportait pas que son mari soit poli avec une ancienne flamme. Alors je n'ai rien dit. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Nous avons accompli notre rituel nocturne, nous brossant les dents et nous changeant en pyjama, nous déplaçant l'un autour de l'autre comme des satellites en orbite décroissante. Mais alors que j'étais allongé dans le noir cette nuit-là, écoutant le rythme de sa respiration, je savais que le verrouillage n'avait pas eu lieu cette nuit-là, mais la porte avait été fermée. Stéphane s'est endormi presque à l'instant où sa tête a touché l'oreiller. Sa respiration était profonde et rythmée, une cadence régulière qui ressemblait à une insulte dans le silence lourd de notre chambre. Je suis resté là, à côté de lui, complètement éveillé jusqu'à ce que la lumière grise de l'aube commence à filtrer à travers les rideaux, fixant aveuglément le plafond. Dans le théâtre de mon esprit, je rejouais le dîner encore et encore. Je voyais son visage, la façon dont il s'était illuminé au moment où il avait vu Sandrine. Je voyais la lumière dans ses yeux quand il lui parlait. Une étincelle que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des années. Il l'avait regardée non seulement comme une vieille amie, mais comme quelque chose de précieux, de vital, de fragile qui avait besoin de protection. Ce regard a brisé quelque chose en moi. Il a créé un espace vide dans ma poitrine où les doutes ont commencé à s'infecter. Alors que j'étais allongé dans l'obscurité, écoutant l'homme avec qui j'avais construit une vie dormir paisiblement, ces doutes ont pris racine et ont commencé à grandir. Qui était cet homme que j'avais épousé? Quelle était cette vie que j'avais si soigneusement construite? Et pourquoi, dans l'appartement de luxe que j'avais acheté, me sentais-je soudainement comme une étrangère? Je n'avais pas encore les réponses, mais je savais avec une certitude glaçante que je les trouverais.
Et je savais que tout ce que je trouverais changerait tout. Je ne l'ai pas confronté le lendemain matin, ni le matin d'après. Au lieu de cela, je suis devenue silencieuse. J'ai observé. C'est terrifiant ce que l'on remarque quand on arrête de projeter ce que l'on veut voir et qu'on commence à regarder ce qui est réellement là. C'était comme tourner l'objectif d'un appareil photo, rendant les bords flous de notre mariage nets et douloureux. Il était constamment sur son téléphone. Il avait toujours été attaché à son appareil pour le travail, mais la qualité de son attachement avait changé. C'était défensif maintenant. Il le tenait légèrement en biais, protégeant l'écran de ma vue. Il l'emmenait partout, dans la salle de bain pour de longues périodes, à la cuisine juste pour remplir un verre d'eau, même dans le couloir pour vérifier le courrier. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé un soir, 3 jours après le dîner, en le regardant se lever du canapé pour la 4e fois en 1 heure pour vérifier une notification. « Oui, juste des trucs de boulot, dit-il. » Mais en tapant, il souriait. Ce n'était pas une grimace professionnelle stressée. C'était un sourire doux et privé. Le sourire de quelqu'un profondément absorbé par une conversation qui lui apportait de la joie. Le travail ne faisait pas sourire Stéphane comme ça. Puis vinrent les changements physiques. Il commença à s'habiller avec une méticulosité qui avait été absente pendant des années, même les jours où il était censé travailler depuis son bureau à domicile. J'ai senti une nouvelle eau de Cologne sur lui, quelque chose de boisé et de cher que je ne lui avais certainement pas acheté. Il a développé un intérêt soudain et fervent pour la salle de sport, une habitude qu'il avait abandonnée il y a 2 ans. « Tu as l'air en forme », lui ai-je dit un matin, et je le pensais. Il avait l'air énergique, vibrant, vivant. Cela aurait dû me rendre heureuse. « Merci », dit-il, déposant un baiser superficiel sur ma joue en sortant. « J'essaie juste de mieux prendre soin de moi. » Pour elle, pensais-je, bien que je ne l'ai pas dit à voix haute. « Tu fais ça pour elle. » Mais je ne savais pas. Pas avec certitude. J'ai toujours été une femme qui a besoin de preuves. C'était l'avocate en moi. La suspicion n'est pas une preuve. Un pressentiment n'est pas un dossier. Alors, j'ai décidé de constituer mon dossier. J'ai commencé à rassembler des preuves. Ça a commencé par les petites choses. J'ai suivi ses habitudes. Stéphane était autrefois négligent avec son téléphone, le laissant sur l'îlot de la cuisine pendant qu'il se douchait ou sur la table de chevet pendant qu'il dormait. Maintenant, il était toujours face contre table, toujours verrouillé. Il avait changé son code d'accès. Je l'ai réalisé quand j'ai essayé d'utiliser son téléphone pour appeler le mien, que j'avais égaré, quelque chose que j'avais fait 100 fois auparavant. « Quel est ton nouveau code ?» ai-je demandé, gardant ma voix désinvolte, masquant le tremblement de mes mains. Il y eut une hésitation. Une microseconde de panique dans ses yeux avant qu'il ne les fasse. « Oh, je l'ai changé pour des raisons de sécurité. »« Tiens, de quoi as-tu besoin ?» Il le déverrouilla lui-même et me le tendit, puis plana au-dessus de mon épaule pendant que je composais mon numéro. Dès que j'ai trouvé mon téléphone et mis fin à l'appel, il a repris son appareil. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je ne connaissais pas les détails, mais je savais que le jeu avait commencé. J'aurais pu lui demander directement. Une version plus saine de moi dans un mariage plus sain aurait dit « Stéphane, j'ai l'impression que nous nous éloignons. Quelque chose ne va pas. Pouvons-nous parler ?» Mais j'étais terrifié par la réponse. Ou peut-être que j'étais terrifié qu'il me mente en face, ou pire, qu'il me dise la vérité avant que je ne sois assez forte pour l'entendre. Alors, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai enquêté. La facture de téléphone était le fil le plus facile à tirer. Nous étions sur un forfait familial partagé, et j'étais le titulaire principal du compte. Je me suis connecté au portail de l'opérateur et j'ai téléchargé les relevés d'utilisation du dernier cycle de facturation. C'était une feuille de route de la trahison. Il y avait les numéros habituels, les collègues, sa mère, le restaurant à emporter. Et puis il y avait un numéro qui apparaissait avec une fréquence alarmante. Il apparaissait le soir, tard dans la nuit et le week-end. Des appels durant 30 minutes, 45 minutes. Ces appels avaient lieu pendant qu'il était prétendument en train de travailler dans son bureau, pendant que j'étais au lit en train de lire. Nous deux, vivant des vies séparées sous le même toit. J'aurais pu appeler le numéro. Une partie de moi voulait le faire, mais je savais déjà quelle voix répondrait. Ensuite, j'ai vérifié nos finances. J'ai sorti les relevés American Express.
C'était un compte joint que nous utilisions pour les dépenses ménagères et les achats quotidiens. Je m'occupais généralement des factures de toute façon, donc il ne remarquerait pas que je regardais. Il y avait des frais que je ne reconnaissais pas. Une transaction chez un fleuriste il y a 3 semaines. Je n'avais reçu aucune fleur. Un dîner dans un bistrot parisien dans le Marais un mardi soir où il prétendait être à un dîner de clients dans un autre quartier, un bar à vin, un café dans un quartier à 40 minutes de notre appartement. Pris individuellement, chaque frais pouvait être expliqué. Mais ensemble, ils peignaient un tableau que je ne voulais désespérément pas voir. J'étais assise à mon bureau dans notre bureau à domicile, mon bureau à domicile dans la maison que mon salaire payait, et je fixais la feuille de calcul que j'avais créée. Appels, SMS. Je ne pouvais pas voir le contenu, mais le volume était accablant. Dépenses. C'était une chronologie de mensonges présentés en points de données. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine contrôler la souris. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté assise dans le silence lourd de la pièce. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre, illuminant des grains de poussière dansant dans la lumière dorée. Tout avait l'air si normal, si beau. Cette maison que j'avais organisée, cette vie que j'avais construite, ce n'était qu'un décor pour une pièce dont je ne savais pas que j'étais la vedette. Le lendemain matin, j'ai appelé mon cabinet et leur ai dit que je ne venais pas. Je ne me mettais jamais en arrêt maladie. Mon assistante semblait sincèrement inquiète. « Chloé, ça va ? Avez-vous besoin qu'on vous envoie quelque chose ? » Juste une gastro, ai-je menti, ma voix stable. Je serai de retour demain. Stéphane était déjà parti au bureau. J'ai attendu exactement 30 minutes pour m'assurer qu'il ne reviendrait pas pour quelque chose qu'il avait oublié. Et puis je suis entré dans son bureau. Je me sentais comme une criminelle dans ma propre maison. En 7 ans de mariage, je n'avais jamais fouiné. Je n'en avais jamais ressenti le besoin. La confiance était le fondement de ce que nous avions. Mais les fondations s'effondrent. Son bureau était impeccable. Stéphane était pédant à propos de son espace de travail. Le bureau était organisé, les dossiers étiquetés, les livres rangés par ordre alphabétique. J'ai commencé par les endroits évidents. Tiroir de bureau, classeur. Rien d'incriminant, juste des documents de travail, de vieilles déclarations d'impôts, des garanties d'appareils électroménagers. Puis j'ai vérifié sa mallette, celle en cuir qu'il prenait habituellement pour le travail mais qu'il avait inexplicablement laissée aujourd'hui. Dans une poche intérieure zippée, cachée derrière une pile de cartes de visite, je l'ai trouvé. Un reçu d'hôtel. Il datait de la semaine dernière, la nuit où il avait dit avoir une séance de stratégie tardive avec un client. Une seule nuit. Arrivée à 19h. Départ à 23h. 4h. Pas d'erreur. Pas de malentendu. 4 heures dans un hôtel de charme dans le quartier du Sentier, à peine à 20 minutes de notre porte d'entrée. Le papier thermique se froissa dans ma main. Je l'ai lissé sur le bureau, pris une photo haute résolution avec mon téléphone, puis l'ai replacé exactement là où je l'avais trouvé. Je me suis assise dans son fauteuil en cuir et j'ai essayé de respirer à travers la douleur qui semblait me déchirer la poitrine. Ce n'était pas un choc. Au fond de moi, je savais depuis le dîner avec Sandrine, peut-être même avant. Une partie subconsciente de moi avait enregistré le changement en lui bien avant que mon esprit conscient ne veuille l'accepter. C'était du chagrin. C'était la mort du mariage que je pensais avoir, la mort de l'homme que je pensais connaître, la mort de l'avenir vers lequel je travaillais. Je me suis accordé exactement 10 minutes pour pleurer. J'ai réglé une minuterie sur mon téléphone, comme je le ferais pour une brève suspension d'audience au tribunal. J'avais besoin de traiter l'émotion, de la purger pour pouvoir retourner au travail. 10 minutes pour m'effondrer. Ensuite, je devais compartimenter. Quand l'alarme a sonné, je me suis essuyé le visage, je suis allé à la salle de bain et je me suis aspergé d'eau glacée sur la peau. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage me fixait, bouffi et rouge, mais familier. J'étais toujours là. J'étais toujours Chloé. Et j'en avais fini d'être la femme qui ne savait pas. Il me fallait plus. Le reçu prouvait qu'il avait fait quelque chose, mais il ne me donnait pas les détails. Et je savais, de par ma carrière, que les suppositions pouvaient être démolies par une bonne défense. Il me fallait une preuve irréfutable. Je devais connaître toute l'étendue de ce à quoi j'avais affaire. Je suis retourné à son bureau.
Cette fois, j'étais méthodique. J'ai vérifié chaque livre à la recherche de notes cachées, chaque dossier à la recherche de reçus égarés. Je n'ai rien trouvé d'autre. Soit il était incroyablement prudent, soit la majeure partie de l'affaire existait dans le domaine numérique. Son ordinateur portable était sur le bureau, me narguant. Il était protégé par un mot de passe, un code différent de celui de son téléphone. J'ai essayé quelques combinaisons évidentes. Son anniversaire, notre anniversaire de mariage, l'anniversaire de sa mère. Rien n'a fonctionné. Je n'étais pas une hackeuse. Je ne pouvais pas entrer sans qu'il le sache, mais je connaissais quelqu'un qui le pouvait. Je me suis assise par terre dans son bureau, le dos contre le bureau, et j'ai sorti mes contacts. J'ai fait défiler jusqu'à trouver le nom de Laurent Moreau. C'était un spécialiste en informatique légale avec qui j'avais travaillé sur une affaire complexe de fraude d'entreprise l'année dernière. Il était discret, brillant, et il me devait une faveur. J'ai composé le numéro. « Allô ?» répondit-il, l'air surpris. « Chloé. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai besoin d'aide, Laurent, ai-je dit. C'est personnel et c'est confidentiel. Il y eut une pause, puis son ton changea, devenant vif et professionnel. Quel genre d'aide ? J'ai besoin d'accéder aux communications numériques de quelqu'un sans qu'il le sache. Je pense que mon mari me trompe. J'ai besoin de preuves avant de faire quoi que ce soit. Une autre pause. Celle-ci plus longue. On parle de voie légale ou strictement informative. Informative, ai-je dit. Je suis avocate, Laurent. Je connais les lois. Je ne vais pas utiliser ça au tribunal, mais j'ai besoin de savoir à quoi je m'oppose. J'ai besoin de connaître la vérité. Je l'ai entendu expirer lentement. Ouais, je peux faire ça. As-tu un accès physique à son appareil, son ordinateur portable ? Oui, mais je n'ai pas le mot de passe. Tu n'en as pas besoin. Je peux t'envoyer un logiciel. Tu dois l'installer via une clé USB. Ça prend environ 10 minutes à exécuter. Une fois qu'il est installé, il reflètera tout, email, e-message, historique de navigation, frappe au clavier, sur un serveur sécurisé auquel tu pourras accéder à distance. Il ne saura jamais qu'il est là. Mon estomac se noie. C'est sûr. C'est une zone grise étant donné que c'est un bien conjugal dans votre maison. Admissible au tribunal ? Non. Utile pour ta tranquillité d'esprit ? Absolument. C'est tout ce dont j'ai besoin. Envoie-le. Donne-moi 1 heure. Et Chloé ? Oui. Ne me remercie pas encore. Tu pourrais ne pas aimer ce que tu vas trouver. Je n'aime déjà pas ça, Laurent. Au moins de cette façon, je ne l'imaginerai pas. Le logiciel est arrivé dans ma boîte de réception 45 minutes plus tard avec des instructions précises. Stéphane ne serait pas à la maison avant des heures. J'avais le temps. J'ai suivi les étapes de Laurent, mon cœur battant contre mes côtes alors que la barre de progression avançait sur l'écran. Je me suis assise dans son fauteuil, violant sa vie privée de la même manière qu'il avait violé nos vœux. Cela ressemblait à de la justice. Cela ressemblait à la guerre. Lorsque l'installation fut terminée, j'ai effacé la clé, éteint l'ordinateur portable et me suis retiré dans notre chambre. Je me suis allongé sur le dessus de la couette, fixant le même point sur le plafond que j'avais mémorisé au cours des dernières nuits sans sommeil. J'ai attendu. Laurent a dit que cela pourrait prendre quelques heures pour que les données se peuplent. Je devais être patiente. La patience n'a jamais été ma vertu, mais la semaine dernière, j'avais découvert un réservoir de détermination froide et calculée que je ne savais pas posséder. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Stéphane. Chérie. Comment te sens-tu ? As-tu besoin que je prenne de la soupe ou du ginger ale en rentrant ? Le mari attentionné. Le partenaire attentif. L'hypocrisie me donnait envie de crier. J'ai tapé en retour je me sens beaucoup mieux en fait. À ce soir. Et puis j'ai attendu que la vérité se télécharge. Le premier email est apparu dans ma boîte de réception miroir à 15h47. J'étais assise dans le salon, mon propre ordinateur portable ouvert sur mes genoux, faisant semblant de réviser des contrats. En réalité, je rafraîchissais le serveur sécurisé que Laurent avait mis en place toutes les 30 secondes. Les fichiers,
l'historique de navigation et les données des applications ont commencé à se peupler. Et puis les emails. Le plus récent provenait de son dossier des éléments envoyés. Le destinataire était une adresse Gmail personnelle que je ne reconnaissais pas, mais l'objet m'a glacé le sang, ce soir. J'ai cliqué pour l'ouvrir. J'ai hâte de te voir. Même endroit. J'apporte le vin cette fois. Toi, apporte juste toi-même. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le voilà. Mon mari flirtant avec elle. J'ai fait défiler vers le haut pour voir l'historique du fil de discussion. Ses réponses étaient là aussi, se synchronisant presque en temps réel. Tu es impossible, avait-elle écrit. Même endroit. 19h30. Et apporte ce Malbec dont tu n'arrêtais pas de parler. Je veux goûter ce qui t'enthousiasmait tant. Marché conclu, a-t-il répondu. Porte la robe bleue. Confiant, n'est-ce pas? A-t-elle taquiné. Je porterai ce que je veux. Tu porteras la robe bleue parce que tu sais à quel point je t'aime dedans, a écrit Stéphane en retour. Et tu aimes quand j'aime te voir dedans. J'ai senti la bile me monter à la gorge. Je connaissais cette robe bleue. J'avais vu Sandrine la porter au dîner. C'était la couleur de l'océan, la couleur d'un bleu. Et ce soir, mon mari allait la rencontrer, boire du Malbec avec elle et l'admirer dedans. Tout cela pendant que j'étais assise ici, dans les décombres de notre vie, à regarder cela se produire sur un écran lumineux. J'ai posé l'ordinateur portable sur la table basse en verre avec une douceur terrifiante, comme si c'était une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Je me suis levé, mes jambes semblant appartenir à quelqu'un d'autre, et j'ai marché d'un pas ferme vers la salle de bain principale. J'ai à peine atteint le lavabo avant que mon estomac ne rejette violemment tout ce qu'il contenait. J'ai agrippé la porcelaine froide jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, vomissant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la bile et une gorge brûlante. Quand les spasmes se sont finalement arrêtés, je me suis rincé la bouche, me suis aspergé d'eau glacée sur le visage et j'ai fixé mon reflet. La femme qui me regardait était pâle, ses yeux grands et hantés. Mais sous le choc, quelque chose d'autre se durcissait. J'ai séché mon visage, pris une profonde inspiration qui a secoué ma poitrine, et je suis retourné dans le salon. J'ai repris l'ordinateur portable. Je devais savoir. Je devais voir toute l'anatomie de la trahison. J'ai fait défiler au-delà de la coordination logistique récente, remontant des semaines puis des mois dans le passé. Les emails remontaient bien avant le dîner où j'avais remarqué l'étincelle pour la première fois. Ce dîner n'avait pas été une introduction. C'était une réunion. Selon les horodatages, il communiquait depuis au moins 3 mois. Son premier objet de mail était assez anodin. Je suis de retour en ville. Je pensais que tu devrais le savoir. La réponse de Stéphane avait été envoyée dans l'heure. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis des années. Quand puis-je te voir? J'ai lu chaque ligne, regardant leur liaison se dérouler à l'envers, déconstruisant l'effondrement de mon mariage une frappe à la fois. Ça a commencé par des plans occasionnels qui maintenaient un vernis de déni plausible. Juste un café entre amis. Super de se revoir. On doit refaire ça. Et puis le changement. Le ton a changé. Les messages sont devenus plus longs, plus personnels, plus révélateurs. Il se plaignait de stagner dans sa carrière, de ne pas se sentir apprécié à la maison. Il lui a dit qu'il se sentait invisible. Elle a sympathisé parfaitement, jouant le rôle de la muse nourricière, lui rappelant qui il était autrefois. Tu as toujours été destiné à de plus grandes choses, Stéphane, a-t-elle écrit. Je ne pense pas qu'elle te voie comme je te vois. Chloé voit un chèque de paie et un deuxième nom sur une déclaration d'impôt. Sa réponse m'a coupé le souffle pendant un moment. Tu me vois? J'ai dû arrêter de lire. J'ai mis l'ordinateur de côté et je suis allé dans la cuisine. Mes mains tremblaient si fort que j'entendais la carafe en verre teinter contre le gobelet alors que je versais de l'eau. Elle voit un chèque de paie. 7 ans de mariage, 7 ans à construire une vie, à le soutenir à travers 2 startups ratées, à le tenir quand sa mère est morte, à célébrer chaque petite victoire. Et c'est à cela que j'étais réduite. Un chèque de paie. J'ai bu l'eau d'une longue traite, en ai versé une autre et ai forcé l'air dans mes poumons. Je suis retourné au canapé. Je n'avais pas fini. Les messages sont devenus plus intimes, remplis de désir et d'une tension sexuelle qui sautait de l'écran, même si ce n'était pas encore explicite. Il parlait de moments volés, de se sentir à nouveau vivant,
d'une connexion qui semblait juste d'une manière que rien d'autre ne faisait. Puis, il y a 3 semaines, le reçu d'hôtel que j'avais trouvé a été corroboré par un fil de mai. Je ne peux plus faire ça à moitié, avait écrit Stéphane. J'ai besoin de tout de toi. Sa réponse fut instantanée. Tu m'as toujours eu. J'étais assise là, dans le silence de notre appartement de luxe, laissant la connaissance s'installer dans ma moelle. Mon mari avait couché avec son ex-petite amie dans un hôtel du centre de Paris pendant que j'étais ici, probablement en train de travailler tard sur un dossier, complètement inconsciente que mon mariage venait de mourir de négligence et de trahison. Le logiciel espion se synchronisait toujours. Et maintenant, les SMS ont commencé à affluer. Des centaines d'entre eux. Banals et destructeurs à la fois, mélangés dans un cocktail écœurant. Je pense à toi. La nuit dernière était tout. J'ai hâte que nous n'ayons plus à nous cacher. Ce dernier m'a fait faire une pause. Jusqu'à ce que nous n'ayons plus à nous cacher. J'ai cliqué sur ce fil et j'ai lu à l'envers. Il y a 2 semaines, Sandrine avait demandé « Quand vas-tu le lui dire ?» Je dois d'abord gérer la logistique, a répondu Stéphane. La maison est compliquée. La maison ou tes sentiments? La maison est à son nom, Sandrine. C'est son héritage. Si nous divorçons maintenant, je pars avec rien. Tu pars avec toi. Avec nous. Ça ne vaut pas plus qu'une propriété? Bien sûr. J'ai juste besoin d'être intelligent à ce sujet. Laisse-moi gérer ça à ma façon. Le voilà. Dans ses propres mots, j'ai vu la vérité sur qui j'étais pour lui. Je n'étais pas une femme. Je n'étais pas une partenaire. J'étais un obstacle. J'étais une complication financière qui devait être gérée avec soin. J'ai pensé aux documents qu'il avait signés quand j'ai acheté cet endroit avec l'argent que ma grand-mère m'avait laissé. L'acte de renonciation reconnaissant qu'il s'agissait de ma propriété distincte. À l'époque, je pensais juste être une avocate prudente. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison. D'autres messages se sont chargés, remplissant l'écran. Je les ai regardés apparaître avec une curiosité détachée maintenant, comme si je lisais un dossier pour un client. Il ne planifiait pas seulement une liaison. Il planifiait un avenir. Sandrine regardait des appartements dans le 16e arrondissement, lui envoyant des liens se loger. Pour quand tu seras libre, a-t-elle écrit. Pense à ça comme à notre premier chez nous. Il a répondu avec des émojis de cœur et des promesses. Ils ont discuté des voyages qu'ils voulaient faire, de la vie qu'ils construiraient, à quel point ils s'accordaient mieux que l'un ou l'autre dans leur vie actuelle. Elle ne m'a jamais vraiment compris, a-t-il tapé. Je pense que je fais juste semblant depuis quelques années. Alors arrête, a-t-elle exhorté. La vie est trop courte pour être avec la mauvaise personne. Bientôt, a-t-il promis. Je dois juste tout faire correctement. Je me demandais ce que, tout faire correctement, signifiait pour lui. Prévoyait-il de réclamer une pension alimentaire? Avait-il l'intention de faire valoir qu'il avait contribué à l'appréciation des biens du ménage et mérité un dédommagement? J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à mon avocate personnelle, Valérie Duval. Pas celle de mon cabinet, mais une requin du droit du divorce à qui j'avais référé des dizaines de clients fortunés au fil des ans. Cela devait être personnel et absolument confidentiel. Valérie, c'est Chloé. J'ai besoin d'une consultation immédiatement. Affaires personnelles. Quand pouvez-vous me recevoir au plus vite? La réponse est venue 3 minutes plus tard. Demain matin, 9 h. Mon bureau. Ça va? Ça ira. Je suis retourné à l'ordinateur portable. Le logiciel avait terminé la synchronisation initiale. J'avais maintenant accès à tout. Chaque email, chaque SMS, chaque photo, chaque recherche sur le navigateur. Je suis allé à son historique. J'ai trouvé les termes de recherche qu'il avait tapés tard dans la nuit. Avis avocat divorce. Comment réclamer une part dans un bien propre? Loi sur la pension alimentaire Île-de-France quand la femme gagne plus. Il avait fait des recherches, planifié et se préparait à me quitter tout en calculant comment piller ma vie de ses ressources. Et pendant tout ce temps, il rentrait à la maison, m'embrassait sur la joue, me demandait comment s'était passée ma journée et dormait dans notre lit. J'ai vérifié le dossier des photos. La voilà. Sandrine. Des dizaines de photos d'eux ensemble. Des rendez-vous au café,
des dîners dans des restaurants faiblement éclairés. Des photos spontanées d'elle riant sur le siège passager de sa voiture. Lui l'embrassant sur la joue. Des selfies d'eux au lit, heureusement habillés, mais l'intimité était indéniable. Les photos étaient une chronologie visuelle des 3 derniers mois, une chronologie de tout ce que j'avais été trop occupé pour remarquer. Sur une photo, elle portait un collier que je ne reconnaissais pas. Un délicat pendentif en or, d'apparence coûteuse. J'ai recoupé la date avec les relevés de carte de crédit. Il y avait un achat chez un joaillier de la place Vendôme pour 4 000 € il y a 2 semaines. J'avais vu ce débit et supposé que c'était pour moi, pour notre anniversaire de mariage à venir. Peut-être un cadeau d'anniversaire en avance. Ça n'avait jamais été pour moi. J'ai créé un dossier sécurisé sur un disque dur externe crypté et j'ai commencé à tout organiser. Capture d'écran des fils de mail, des SMS, des photos, des relevés de cartes de crédit, de l'historique de navigation. Je constituais un dossier contre mon mari avec la même attention méticuleuse aux détails que je donnais à une fusion d'1 milliard de dollars. La preuve de l'infidélité était documentée. La preuve de la planification financière pour s'enrichir du divorce était documentée. La chronologie de la tromperie était verrouillée. Au moment où j'ai terminé, il était 17h30. Stéphane devait rentrer dans 1 heure, bien que je sache qu'il ne le ferait pas. Selon ses SMS, il rencontrait Sandrine à 19h30, ce qui signifiait qu'il aurait besoin d'une excuse. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 18h15, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Coincé au bureau avec une crise. Ne m'attends pas pour dîner. Je t'aime. Je t'aime. 3 mots qui avaient autrefois été le fondement de ma vie. Maintenant, il n'était que du bruit blanc. Une formule de politesse de routine utilisée pour dissimuler un mensonge. J'ai répondu immédiatement. Pas de problème. Je vais probablement me coucher tôt de toute façon. Je ne me sens toujours pas à 100%. Remets-toi bien, chérie. Je me demandais s'il ressentait même une once de culpabilité ou si le mensonge était devenu si routinier que ce n'était qu'un autre élément sur une liste de contrôle. Envoyer un SMS à la femme. Couvrir les traces. Aller chez la maîtresse. J'avais 3 heures avant qu'il ne rentre vraisemblablement à la maison. Peut-être 4, selon le temps qu'il resterait avec elle. J'ai utilisé ce temps pour réfléchir, pas à savoir s'il fallait le quitter. Cette décision avait été prise à la seconde où j'ai lu ce premier email. On ne peut pas désapprendre quelque chose comme ça. On ne peut pas se sentir aussi trahi et maintenir un mariage en vie. Le mariage était un cadavre. Il ne savait juste pas encore que j'avais signé l'acte de décès. J'ai réfléchi à la façon de le confronter. Je pourrais lui lancer l'ordinateur portable à la figure quand il entrerait, crier, pleurer, exiger des réponses à des questions qui n'avaient plus d'importance. Ou je pourrais être intelligente. J'étais avocate en droit immobilier. Je connaissais le droit de la propriété sur le bout des doigts. Je savais ce qui était à moi, ce qui était à lui, ce qui était protégé et ce qui était vulnérable. Dans un divorce, la personne qui planifie est la personne qui gagne. Il avait planifié, recherché ses droits, élaboré sa stratégie tout en me tenant dans l'ignorance. Mais il avait commis une erreur fatale. Il m'avait sous-estimé. L'appartement de luxe était à moi, acheté avec l'argent de l'héritage, conservé dans une fiducie distincte. Il avait signé des renonciations. Peu importe la qualité de son avocat, il ne toucherait pas à cet appartement. Nos voitures étaient titrées individuellement. La mienne était payée. Sa Porsche avait encore 2 ans de paiement. Des paiements qui provenaient de notre compte courant joint, que je pouvais geler. Nos comptes bancaires étaient joints, à l'exception de mon portefeuille d'investissement principal, qui était entièrement distinct. Je pouvais retirer ma moitié des fonds joints, lui laisser sa part et fermer la porte à notre enchevêtrement financier avant même qu'il ne sache ce qui se passait. J'ai considéré le timing. Si j'agissais trop vite sans les conseils de Valérie, je pourrais faire une erreur. Mais si j'attendais trop longtemps, il pourrait agir le premier. Demain matin, je rencontrerai Valérie, finaliserai une stratégie, puis l'exécuterai avec une précision chirurgicale. Mais ce soir, j'avais besoin de le voir de mes propres yeux. Je savais où ils se rencontraient. Le SMS avait mentionné l'endroit explicitement. Un bar à vin à la mode dans le quartier des Batignolles. Je n'y étais jamais allé. C'était probablement leur endroit,
un lieu plein de souvenirs dont je ne faisais pas partie. Je pouvais y aller. Je pouvais les regarder. Certains diraient que c'était masochiste, que j'avais déjà toutes les preuves dont j'avais besoin. Mais j'avais besoin de voir la réalité de la chose. J'avais besoin d'assister à la mort de mon mariage en temps réel, de graver l'image dans mon cerveau pour que, lorsqu'il essaierait inévitablement de me manipuler, de minimiser, de me faire sentir folle d'être blessée, j'aurais ça. J'aurais l'image de lui avec elle, vivant la vérité qu'il avait cachée. Je suis allé dans la chambre et je me suis changé. Je ne me suis pas habillé comme la version de moi-même qu'il connaissait. J'ai enlevé le tailleur et le personnage de l'avocate composée et puissante. J'ai mis un jean foncé, un pull en cachemire noir et j'ai relevé mes cheveux en un chignon sévère. J'ai troqué mes lentilles de contact contre mes lunettes de lecture à monture épaisse. J'avais l'air d'une personne différente. Je me sentais comme une personne différente. À 19h15, je suis monté dans ma berline, pas le SUV de luxe que nous utilisions pour les voyages en famille, et j'ai conduit vers le centre-ville. Les lumières de la ville défilaient devant moi, des traînées de néon et de blanc dans l'obscurité. Le bar à vin était niché dans un quartier d'entrepôts reconverti devenu branché au cours des 5 dernières années. C'était exactement le genre d'endroit que Stéphane adorerait. Conduit de ventilation apparent, ampoule Edison et une liste de vins naturels qui coûtaient 20 € le verre. J'ai vu la lueur chaude de l'intérieur se déverser sur le trottoir à travers des baies vitrées. Les gens étaient attablés à de petites tables, riant et parlant avec cette énergie animée d'un vendredi soir, plein d'espoir pour la façon dont la soirée pourrait se dérouler. J'ai passé lentement et j'ai trouvé une place de l'autre côté de la rue, 2 pâtés de maisons plus loin, assez loin pour être invisible, assez près pour voir. J'ai agrippé le volant, mes gants en cuir craquant sous la tension. Je m'attendais à trembler à nouveau, à des larmes ou à une manifestation physique du tremblement de terre émotionnel qui se produisait en moi. Mais je me sentais calme, froide. C'était presque comme si j'étais sorti de mon corps et que je regardais cela arriver à un personnage de film. C'était peut-être le choc. Ou peut-être que c'était ce que je devenais quand le pire scénario se réalisait. Je n'étais pas la femme qui s'effondrait. J'étais la femme qui observait, documentait et préparait. À 19h28, sa voiture est arrivée. Le Porsche Cayenne noir qu'il avait insisté pour louer il y a 3 ans. J'avais secrètement pensé que c'était un cliché, une crise de la quarantaine sur roue, mais je l'avais soutenu parce que cela le rendait heureux. Il a fait le tour du pâté de maison une fois à la recherche d'une place et s'est finalement garé dans une place 2 voitures devant moi. Je me suis affaissé dans mon siège, bien que ce ne soit pas nécessaire. Il ne me cherchait pas. Je n'existais pas dans son monde en ce moment. Son esprit était entièrement tourné vers elle, vers la soirée à venir, vers la vie secrète qu'il construisait. Il est sorti de la voiture et sous la lueur ambrée du lampadaire, je l'ai regardé vérifier son reflet dans la vitre côté conducteur. Il a lissé ses cheveux, ajusté son col et redressé sa veste. Il portait la chemise bleue que je lui avais achetée pour son anniversaire le mois dernier. Celle qui, selon moi, faisait ressortir le gris de ses yeux. Il la portait pour elle. Il s'est dirigé vers le bar avec une assurance qui m'a retourné l'estomac. Cette démarche facile et arrogante d'un homme marchant vers exactement ce qu'il voulait. J'ai attendu 30 secondes, comptant les battements de mon cœur, puis j'ai ouvert ma portière. L'air de novembre était vif et mordait à travers mon pull. J'avais laissé mon manteau dans la voiture. Bien. Le froid aidait. Il me gardait alerte. Je me suis dirigé vers le bar, restant dans l'ombre près des façades des bâtiments. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Un rythme chaotique contre l'immobilité de mes mains. À travers la grande vitrine, je l'ai repéré. Il avait pris une table dans le coin arrière. Elle n'était pas encore là. Il regardait son téléphone, un petit sourire doux jouant sur ses lèvres, lisant probablement un SMS d'elle disant qu'elle était proche. Je ne pouvais pas entrer. C'était trop risqué. S'il me voyait, l'élément de surprise, mon plus grand avantage tactique, serait perdu. Mais le bar avait une terrasse latérale qui faisait le tour du coin de l'entrepôt. Je pouvais voir la lueur des chauffages et le contour des clôtures en fer forgé. La terrasse était reliée à la salle principale par de grandes portes-fenêtres ouvertes. Si je me positionnais correctement sur le trottoir, en regardant à travers le fer forgé, j'aurais une ligne de vue directe sur sa table. J'ai fait le tour du pâté de maison pour arriver dans la rue latérale. La terrasse était peu peuplée. Seules quelques âmes courageuses étaient blotties sous les chauffages.
Déterminé à profiter de l'ambiance malgré le froid, je me suis déplacé. Oh, l'obscurité entre deux lampadaires, trouvant un point de vue entre les lourds rideaux de velours et le cadre de la porte. J'avais une vue dégagée. Je suis resté là, un fantôme dans le noir, et j'ai attendu que l'autre femme arrive. J'ai choisi une table d'angle isolée, nichée derrière un grand ficus en peau, m'offrant assez d'ombre pour rester invisible tout en maintenant une ligne de vue claire sur l'entrée. J'ai commandé un verre de cabernet à un serveur de passage, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. J'ai incliné ma chaise juste comme il faut, créant le point de vue parfait à travers les portes vitrées du bar à vin. Il était 19h35 quand Sandrine est arrivée. Je l'ai repérée avant Stéphane, la regardant s'arrêter dans l'embrasure de la porte pour balayer la pièce du regard. Son visage s'est illuminé dès qu'elle a croisé son regard. Elle portait la robe bleue, celle que je savais qu'il lui avait spécifiquement demandé de porter. Et je devais admettre, purement objectivement, qu'elle était magnifique. Elle possédait cette même qualité éthérée que j'avais remarquée lors de ce désastreux dîner, maintenant amplifiée par l'éclairage chaud et ambré du bar et l'adoration non dissimulée sur son visage. Elle s'est dirigée vers sa table et mon mari s'est levé pour l'accueillir. Ils se sont étreints, et ce n'était pas une étreinte amicale entre connaissances. Elle a duré beaucoup trop longtemps, leurs corps pressés l'un contre l'autre avec une familiarité qui m'a retourné l'estomac. Quand ils se sont finalement séparés, Stéphane a laissé ses mains reposer sur sa taille un instant, la regardant avec une expression que j'ai reconnue avec une secousse douloureuse. J'avais déjà vu ce regard, il y a de nombreuses années, quand j'étais celle qui se tenait dans la lueur de son affection. Ils se sont assis et un serveur est apparu presque instantanément, suggérant qu'ils étaient des habitués ici, des visages connus du personnel. Ils ont commandé sans même jeter un œil au menu. Une fois le serveur parti, ils se sont penchés l'un vers l'autre sur la petite table, les doigts entrelacés, parlant avec l'urgence intense de deux personnes qui ont une vie de choses à se dire et seulement des heures volées pour le faire. J'ai levé mon verre de vin et j'ai bu une gorgée, mais le millésime cher avait un goût de vinaigre sur ma langue. De ma position, j'avais une vue haute définition de leur liaison. Pourtant, je ne pouvais pas entendre un seul mot. J'étais obligé de lire leur langage corporel, comblant le silence avec ma propre imagination torturée, ce qui était en quelque sorte pire que de connaître la vérité. Sandrine a rejeté la tête en arrière, riant de quelque chose qu'il a dit, sa main s'étirant sur le bois pour effleurer ses doigts. Stéphane a tourné sa paume vers le haut, attrapant ses doigts et les tenant fermement. C'était un geste si petit, si intime, sans signification pour quiconque d'autre dans le restaurant, mais absolument dévastateur pour moi. Le vin est arrivé à leur table. Il avait commandé le Malbec qu'il lui avait promis. Ils ont levé leur verre pour un toast. Je ne pouvais pas entendre le son, mais mon esprit a fourni le délicat tintement du cristal contre le cristal, une promesse scellée dans le vin rouge. Pendant qu'il buvait, j'ai regardé son pouce tracer des cercles lents et affectueux sur le dos de sa main. Il était présent avec elle d'une manière qu'il n'avait pas été avec moi depuis des années, peut-être jamais. Il se penchait, engagé, animé, vivant. Sandrine a dit quelque chose qui l'a fait porter une main à son cœur en feignant d'être offensée, et elle a ri encore plus fort. Ils avaient des blagues privées, un rythme, une histoire partagée existant dans une bulle que je ne pourrais jamais pénétrer, peu importe le nombre de mets que je lisais ou de journaux d'espionnage que j'analysais. Cette exclusion faisait plus mal que la trahison physique. C'était la connaissance qu'ils maintenaient une vie entière séparée, une personnalité séparée réservée juste pour elle. Elle obtenait les meilleures parties de Stéphane Fournier, le charme, l'esprit, l'attention, pendant que j'étais laissé avec les miettes, la version fatiguée, pleine de ressentiment et déconnectée qui rentrait à la maison pour faire défiler son téléphone et me faisait sentir nécessiteuse de vouloir une conversation. Ma main s'est crispée autour de la tige de mon verre, et je me suis forcé à relâcher ma prise avant de briser le cristal. Leurs entrées sont arrivées, de petites assiettes destinées à être partagées. Je les ai regardés se nourrir mutuellement avec un confort décontracté qui témoignait de la routine. Le serveur est venu les voir, et ils lui ont tous les deux souri avec la chaleur de personnes qui sont exactement là où elles veulent être. Finalement, Sandrine s'est levée pour se diriger vers les toilettes. Stéphane l'a regardé s'éloigner, ses yeux suivant sa silhouette à travers la pièce avec une faim non dissimulée. Dès qu'elle fut hors de vue, il sortit son téléphone. Une seconde plus tard, mon propre téléphone a vibré contre ma hanche. Je l'ai sorti de la poche de mon manteau et j'ai fixé l'écran. Un message de Stéphane. La crise au bureau dure plus longtemps que prévu. Je ne serai probablement pas à la maison avant 23 heures.
désolé, chérie. J'ai fixé les lettres lumineuses, le mensonge désinvolte, le réflexe de la tromperie, l'excuse qui ne signifiait absolument rien. J'ai répondu, mes doigts froids et précis. Pas de problème. Prends ton temps. J'ai levé les yeux pour le regarder lire ma réponse. Un léger sourire satisfait a touché ses lèvres alors qu'il remettait le téléphone dans sa poche, complètement absous de toute culpabilité. Juste au moment où Sandrine revenait à la table. Elle s'est assise, et il a immédiatement tendu la main vers la sienne, disant quelque chose qui a adouci ses yeux. Elle a chuchoté quelque chose en retour. Je ne suis pas une experte en lecture labiale, mais la forme des mots ressemblait indéniablement à « je t'aime ». La tige de mon verre de vin semblait se plier sous ma pression. Je savais que je devais partir. J'avais toute la confirmation dont j'avais besoin. Rester assise ici à me torturer ne servait à rien d'autre qu'à verser du sel sur une blessure mortelle. Pourtant, je ne pouvais pas bouger. J'étais cloué sur place, assistant à la mort de mon mariage en temps réel. Je les ai regardés finir leur repas, les ai regardés commander un seul dessert avec 2 fourchettes, les ai regardés partager des bouchées avec l'intimité involontaire des amants. En voyant mon mari si heureux, j'ai compris quelque chose de profond alors que j'étais assise là, dans l'ombre. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un égarement momentané ou une crise de la quarantaine ou l'une des autres excuses que les gens utilisent pour adoucir les bords de la trahison. C'était un choix. Un choix qu'il faisait encore et encore. Chaque SMS, chaque mensonge, chaque moment où il ne s'arrêtait pas, il la choisissait. Et en la choisissant, il me rejetait activement. L'addition est arrivée. Il a payé avec notre carte American Express jointe, ai-je noté avec une ironie amère. Finançant son rendez-vous avec mon argent. Ils se sont levés pour partir, et il l'a aidé à enfiler son manteau, ses mains s'attardant sur ses épaules un moment de trop. Ils se sont dirigés vers la sortie et pendant une seconde terrifiante, j'ai pensé qu'ils pourraient passer devant ma table, mais ils se sont tournés vers le vestibule principal. J'ai attendu un instant, puis je suis sorti, regardant par la vitrine avant alors qu'il marchait vers sa voiture. Il lui a ouvert la portière passager et elle s'est mise sur la pointe des pieds pour l'embrasser avant de monter. C'était un vrai baiser, pas long mais profond et intentionnel. Le genre de baiser partagé par des gens qui prévoient de finir ce qu'ils ont commencé dans une chambre d'hôtel très bientôt. Encore 4 heures qu'il volerait à notre vie pour les lui donner. Sa voiture s'est éloignée du trottoir et j'ai regardé les feux arrière s'estomper au coin de la rue. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que mes joues étaient humides. Je ne sanglotais pas, juste des larmes silencieuses et régulières qui coulaient, se refroidissant rapidement dans le vent parisien mordant. Je les ai essuyées avec le dos de ma main, jetant un coup d'œil à mon verre de vin, encore plein à l'exception de cette première gorgée. J'ai laissé une pile de billets sur la table, bien trop pour un seul verre. Mais je m'en fichais. J'avais juste besoin de partir. Le trajet de retour fut automatique. Je ne me souviens pas avoir navigué dans les rues de la ville ou sur l'autoroute. Mon corps connaissait le chemin, la mémoire musculaire guidant le volant à travers les virages et les feux de signalisation pendant que mon esprit traitait la finalité de ce que j'avais vu. Au moment où je suis arrivé dans l'allée, mon allée, les larmes s'étaient arrêtées. En déverrouillant la porte d'entrée et en entrant dans le hall silencieux, j'ai senti un changement. La femme qui était allée au bar à vin, s'accrochant à un lambeau d'espoir. La femme qui priait pour qu'il y ait un malentendu. Cette femme était partie. À sa place se tenait quelqu'un de plus froid, de plus dur, quelqu'un qui comprenait que la pitié est gaspillée sur les gens qui vous ont déjà montré leur vrai caractère. Je suis monté, je me suis lavé le visage et j'ai suivi les mouvements d'une nuit normale. J'ai réglé mon réveil à 7 heures du matin et je me suis glissé dans le lit. J'ai dormi profondément et sans rêve pour la première fois depuis des semaines. Quand le réveil m'a réveillé le lendemain matin, Stéphane dormait encore. Il devait être rentré tard, se glissant dans le lit sans me réveiller, portant la faible odeur tenace du parfum de Sandrine sur sa peau. Je me suis levé tranquillement, me suis douché et me suis habillé avec un soin méticuleux. J'ai choisi un tailleur pantalon anthracite, du genre que je portais pour les négociations à enjeux élevés, car d'une certaine manière, j'allais à la guerre. L'équipe de déménagement est arrivée ponctuellement à 9 heures. 3 grands hommes avec des cartons, des diables et un comportement efficace et professionnel. Je les ai dirigés vers le bureau et le dressing principal. J'avais déjà étiqueté tout ce qui était à lui avec des autocollants de couleur pendant qu'il dormait. Stéphane a déboulé dans le couloir quelques minutes plus tard, clignant des yeux contre la lumière du matin,
l'air débraillé et confus en caleçon et t-shirt. Qu'est-ce qui se passe, Chloé? On déménage? Tu déménages, ai-je dit, ma voix calme et égale. Il m'a regardé, son cerveau luttant pour rattraper son retard. Quoi? Ces gars emballent tes affaires. Ils emballent tes affaires, Stéphane. J'ai loué un box de stockage à ton nom. Tu recevras l'adresse et le code d'accès cet après-midi par email. Il a laissé échapper un ricanement d'incrédulité. C'est une blague, n'est-ce pas? Il s'est tourné vers les déménageurs qui l'ont professionnellement ignoré et ont continué à scotcher des cartons. Et, attendez une seconde. Arrêtez. Ça doit être une erreur. Pas d'erreur, ai-je interjeté. C'est ma maison. Je te demande de partir. Son visage a parcouru un spectre d'émotions. Confusion, incrédulité, et enfin colère. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors, Chloé. J'habite ici. C'est ma maison. En fait, cette maison est ma propriété distincte achetée avant notre mariage. Tu n'es pas sur l'acte de propriété. Et selon le contrat de mariage, tu n'as aucun droit dessus. Si tu ne me crois pas, appelle ton avocat. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Sa voix est montée d'un cran. Quelqu'un t'a dit quelque chose? C'est à cause du travail? C'est à propos de Sandrine, ai-je dit doucement. Le nom l'a frappé comme un coup physique. C'est à propos de la liaison que tu entretiens depuis 3 mois. Les visites à l'hôtel, les mensonges, le logiciel espion que j'ai trouvé sur ton ordinateur portable et les plans que tu faisais pour divorcer de moi tout en cachant des actifs. Je sais tout, Stéphane. Les emails, les SMS, les relevés de cartes de crédit. N'insulte pas mon intelligence en essayant de nier. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a réessayé. Chlo, écoute. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'ai déjà engagé un avocat. Valérie Duval a déposé la requête en divorce ce matin. Tu seras officiellement notifié dans les 24 heures. Nos finances sont déjà séparées. Tes affaires sont en train d'être emballées et ta clé ne fonctionnera plus dans ses serrures. Tu as changé les serrures? L'indignation se mêlait à la panique dans sa voix. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Il a fait un pas menaçant vers moi, me dominant, mais je n'ai pas bronché. J'ai levé la main. Ne fais pas ça. Les déménageurs sont des témoins. Mon avocate a tout documenté. Si tu rends les choses difficiles, tu ne fais que te nuire à toi-même. J'habite ici, a-t-il répété. Plus faible cette fois, comme si la répétition pouvait rendre cela vrai. Tu habitais ici. Passé. Maintenant, tu dois trouver où tu vas dormir ce soir. Où suis-je censé aller? A-t-il demandé, sa voix devenant petite pour la première fois. Ce n'est plus mon problème. J'ai sorti une enveloppe scellée de ma poche. Tiens, c'est une lettre décrivant les conditions immédiates. Lis-la quand tu te seras calmé et trouve un avocat. Tu vas en avoir besoin d'un bon. Je lui ai tendu le papier, j'ai tourné les talons et je suis entré dans la chambre principale. Ma chambre, fermant et verrouillant la porte derrière moi. À travers le bois, je l'ai entendu passer des appels frénétiques. D'abord à Sandrine, sa voix basse et urgente. Puis, j'ai supposé, à n'importe quel avocat qu'il pouvait trouver, son ton passant à une supplication désespérée. Rien de tout cela n'avait plus d'importance pour moi. À midi, les déménageurs étaient partis. Son bureau était vide, ses vêtements avaient disparu du placard. La maison semblait plus grande, plus propre, comme si un poids lourd et suffocant avait été soulevé des fondations. Je me tenais à la fenêtre du salon, regardant le camion s'éloigner, emportant les vestiges physiques de mon mariage vers un entrepôt de stockage que je ne visiterai jamais. Mon téléphone a sonné. C'était Valérie Duval. « Chloé, les papiers sont déposés, dit-elle, sa voix nette et rassurante. Il sera notifié demain. Merci, Valérie. Comment tiens-tu le coup? J'ai regardé autour de mon salon calme et ensoleillé, mon espace, mon avenir n'étant plus enchevêtré avec un homme qui m'avait trahi. Je me sens bien, ai-je dit, et j'ai réalisé avec surprise que je le pensais. Je me sens libre. 6 semaines plus tard, je me tenais dans le hall en marbre de mon immeuble de bureau, le même endroit où ce cauchemar avait commencé, regardant par les baies vitrées.
Le divorce avait été finalisé ce matin-là, rapide, chirurgical et propre, exactement comme Valérie l'avait promis. Stéphane avait essayé de se battre, bien sûr. Il avait engagé un avocat qui avait fait beaucoup de bruit au sujet de ses contributions au ménage et de sa détresse émotionnelle, essayant d'obtenir un règlement. Mais le contrat de mariage était en béton, la maison était à moi et mon héritage était intouchable. Après 7 ans de mariage, où nos finances avaient été méticuleusement séparées, il est reparti avec ses effets personnels, sa voiture et les paiements de location restants, et la moitié de notre maigre compte courant joint. Il a quitté le mariage avec exactement ce qu'il y avait apporté, et rien de plus. Sandrine l'avait recueilli au début. J'ai entendu dire par des amis communs, qui s'étaient discrètement rangés de mon côté une fois les preuves révélées, qu'ils avaient essayé de s'en sortir. Ils avaient essayé de vivre la grande romance, enfin libres d'exister au grand jour. Mais apparemment, une liaison clandestine est très différente d'une relation. Le frisson des rencontres secrètes et des moments volés ne se traduit pas bien dans la réalité banale des factures partagées, des espaces exigus et du train-train quotidien d'un vrai partenariat. Ils ont duré 5 semaines avant qu'elle ne lui demande de partir. Maintenant, Stéphane vivait dans un studio en périphérie de la ville, occupant le même emploi, conduisant la même voiture, se demandant probablement comment sa vie confortable s'était désintégrée si rapidement. Je n'éprouvais aucune pitié pour lui. Je ne ressentais rien du tout. L'appartement de luxe était à moi. J'avais transformé son ancien bureau en une salle de lecture avec des étagères du sol au plafond et un fauteuil en velours près de la fenêtre. J'avais repeint la chambre, remplacé le linge de lit et récupéré chaque centimètre carré de mon sanctuaire. Ma carrière était florissante sans le fardeau émotionnel d'un mariage mourant. J'avais de l'énergie à revendre. J'étais seul, mais pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seul. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai marché vers l'ascenseur, prêt à commencer le reste de ma vie. Rien que le mois dernier, j'avais décroché 2 clients importants pour le cabinet, traitant des dossiers complexes qui m'auraient autrefois tenu éveillé toute la nuit avec anxiété. Maintenant, je les naviguais avec une confiance calme et stable qui me surprenait même. C'était comme si un épais brouillard s'était levé de mon cerveau, libérant un espace mental qui avait été retenu en otage pendant bien trop longtemps. J'ai finalement recommencé à me donner la priorité. J'ai commencé à courir le matin, sentant le vent froid des rives de la Seine réveiller ma peau alors que je courais le long des quais. J'ai rejoint un club de lecture local, buvant du vin et riant avec des inconnus qui sont rapidement devenus des amis, et j'ai recontacté de vieux compagnons que j'avais honteusement négligés pendant les années que j'avais passées à essayer de rafistoler un mariage qui coulait déjà. Je construisais une vie. Ce n'était certainement pas la vie que j'avais prévue, ni l'avenir que j'avais imaginé il y a 8 ans lorsque j'avais dit oui en larmes à la demande en mariage de Stéphane au petit déjeuner. Mais cette vie était différente. Elle était authentique. Elle était solide. Et surtout, elle était entièrement mienne. Parfois, tard dans la nuit, quand la ville était calme, mon esprit dérivait vers la femme que j'étais. Je pensais à la Chloé qui était entrée dans le bar à vin, le cœur battant, pour s'asseoir en face de son mari pendant qu'il dînait avec sa maîtresse. Je pensais à la façon dont elle souriait à travers l'agonie, se comparant constamment à Sandrine et se sentant complètement inadéquate. Cette version de moi croyait que l'amour signifiait s'accrocher jusqu'à ce que les jointures blanchissent, que l'engagement signifiait endurer le manque de respect, et qu'une bonne épouse se faisait plus petite pour que son mari puisse se sentir comme un géant. Cette femme est partie maintenant. À sa place se tient quelqu'un qui comprend une vérité fondamentale que j'ai mis trop de temps à apprendre. Le contraire de l'amour n'est pas la haine. C'est l'indifférence. J'ai réalisé que la chose la plus puissante que vous puissiez faire quand quelqu'un vous trahit n'est pas de crier ou de crever des pneus ou de chercher une vengeance dramatique. C'est de les retirer de votre existence avec la même précision chirurgicale que vous utiliseriez pour enlever une tumeur. Vous la coupez complètement. Finalement et pour toujours. Debout dans le hall de mon immeuble, regardant par les portes vitrées, je l'ai vu. J'ai regardé la silhouette de mon ex-mari, Stéphane Fournier, marcher sur le trottoir. Ses épaules étaient affaissées, sa démarche lourde et défaite. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, juste un homme seul dans une grande ville. Je n'ai pas ressenti une pointe de colère, et je n'ai pas ressenti un pincement de désir. Je n'ai ressenti absolument rien. Je me suis détourné de la fenêtre, j'ai marché jusqu'à l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton de l'étage de l'appartement de luxe. Alors que la porte se fermait, coupant la vue sur la rue, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de victoire, bien que j'aie certainement gagné.
C'était un sourire de clarté. J'ai finalement compris que la meilleure vengeance n'est pas de laisser quelqu'un sans abri ou sans le sou. C'est de construire une vie si épanouie, si riche et si vibrante que leur absence devient sans importance. Stéphane pensait qu'il pouvait m'utiliser comme filet de sécurité pendant qu'il auditionnait Sandrine pour son avenir. Au lieu de cela, il m'a appris que je n'avais jamais eu besoin de lui du tout. Cette leçon, aussi douloureuse qu'elle ait été à endurer, était la clé de ma liberté. L'ascenseur a sonné doucement en arrivant à mon étage. Je suis sorti dans le couloir et j'ai cherché ma clé dans mon sac à main. C'était le seul exemplaire existant. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Calme, paisible, à moi. J'ai enlevé mes talons, sentant le tapis moelleux sous mes pieds, et je me suis versé un verre de vin rouge profond. Je me suis approché des baies vitrées qui surplombaient la vue sur Paris scintillante. Quelque part là dehors dans le noir, Stéphane se demandait probablement ce qui n'allait pas, peut-être même en train de tisser un nouveau récit où il était la victime d'une femme cruelle. Mais j'avais des choses plus importantes à faire que de perdre une seconde de plus à penser à un homme qui avait déjà consumé trop d'années de ma vie. J'avais une vie à vivre et elle allait être extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui et de m'avoir laissé partager ce chapitre de ma vie avec vous. Cela signifie vraiment le monde pour moi que vous soyez là. Si mon histoire a résonné en vous, faites-le moi savoir en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à la chaîne pour que nous puissions rester connectés. J'adorerais savoir qui écoute. Alors, laissez un commentaire ci-dessous en me disant de quelle ville vous vous connectez et quelle heure il est là-bas. Je suis toujours si curieuse de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Si vous souhaitez soutenir la chaîne encore plus, il y a un lien pour les dons, mais votre présence est le plus beau des cadeaux. Je serai de retour chaque jour avec une nouvelle histoire juste pour vous. En attendant, 2 de mes histoires les plus populaires apparaissent sur votre écran en ce moment. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur l'une d'elles pour continuer à écouter.